Bonjour et bienvenue dans Brume littéraire. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure qui a largement dépassé la littérature, comme Frankenstein et sa créature, qu'on connaît même sans avoir jamais lu le livre de Mary Shelley. Aujourd'hui, au programme, le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, une légende devenue littérature avant de trouver écho dans les autres arts, que ce soit le théâtre, les comédies musicales ou encore le cinéma. Tous ces autres arts interprètent plus ou moins librement le livre. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir à la base, au texte même de Gaston Leroux, de découvrir exactement de quoi il parle. Et pour ce faire, qui de mieux qu'Océane, qui est libraire à Payot Rive-Gauche. C'est elle d'ailleurs qui m'a conseillé de lire ce livre et d'en parler. Alors c'est ma discussion avec elle que vous entendrez tout au long de cet épisode. On aura l'occasion de résumer le livre, de l'analyser et pourquoi pas, c'est l'objectif toujours, d'essayer de vous donner envie de le lire. Alors, sans plus attendre, je propose qu'on rejoigne Océane. Aujourd'hui, on parle du fantôme de l'opéra, un roman qui est quand même à la lisière entre le policier et le fantastique. C'est comme ça que Gaston Leroux le décrit. Mais pour commencer, de quoi parle vraiment ce livre, le fantôme de l'opéra, Océane ? Eh bien, on va dire que ce roman parle d'une légende, parle d'une figure qui entrait les sous-sols de l'Opéra Garnier, qui est ce fameux fantôme de l'opéra. On est en fait sur une présence, on imagine comme surnaturelle, mais qui se révèle au fur et à mesure être potentiellement autre chose, et qui va en fait avoir une influence notamment sur un personnage qui s'appelle Christine Daae, qui est donc une cantatrice de l'opéra. Parfois, le soir, entend une voix qui la pousse en fait à améliorer son art, à améliorer son chant. Et petit à petit, on se rend compte que ce fameux fantôme a une influence sur toute la vie de l'opéra. Il va mettre des lettres de menace, par exemple, dans le bureau des directeurs, demander une pension, demander qu'on lui réserve une loge. Et si ses souhaits ne sont pas exaucés, il maudit l'opéra et il provoque des accidents. Et tout le roman tourne autour de ça, justement. Qui est ce fantôme ? Comment le démasquer ? Et qu'est-ce que Christine risque à entretenir quelque chose avec cette entité ? Et il y a quand même en fait aussi cette question de, justement, est-ce que ce fantôme existe ? Et en même temps, dès la première phrase du texte, on dit oui, il existe et je vais vous le prouver. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, il faut savoir que Gaston Leroux n'a pas totalement créé la légende du fantôme. Il n'est pas complètement un personnage de son invention, mais il s'est plutôt servi d'une légende urbaine déjà existante, d'un musicien justement qui s'appelait Ernest, visiblement a existé, même si bien entendu tout le mythe justement autour de ce personnage-là a grandement été romancé. Il va prendre en fait cette figure d'un musicien torturé et défiguré déjà par un incendie et va en faire ce personnage du fantôme, Eric. Mais effectivement, même au sein du roman, on comprend très rapidement qu'il ne s'agit pas juste d'un esprit. On comprend qu'il ne s'agit pas juste d'un esprit. On va y revenir aussi sur l'aspect en fait gothique du texte, qu'il est clairement presque un peu un gothique tardif d'ailleurs. Oui, exactement. Mais pour y revenir, peut-être, dans le podcast Brume littéraire, souvent je parle de ces grands classiques. Dans ces hors-séries que je fais avec Payot, on a pu parler de Fritz Thorn, aussi d'un lauréat du prix Payot. J'ai aussi pu parler avec Martin Boujol de Alamut de Vladimir Bartol. Et là, en voyant aussi ce que je fais, tu t'es quand même dit, ah bah tiens, je vais proposer le fantôme de l'opéra. Mais en allant le chercher en librairie, en fait, je me suis surpris à ne le pas trouver et qu'il fallait que je parte du côté policier pour le trouver. C'est vrai. Mais alors pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Peut-être parce qu'elle a vraiment eu une résonance très particulière avec moi. Je ne m'attendais pas à lire cette histoire-là. Je connaissais le fantôme de l'opéra comme une figure encore très romanesque d'aujourd'hui, adaptée par Hollywood, adaptée par Broadway, et qui a un côté très romantique, en fait. Il y a 21 pièces de théâtre qui ont été faites, 7 films, 16 comédies musicales. Exactement. Donc oui, en effet, ça a inspiré des choses. C'est vraiment en fait quelque chose qui a dépassé très très largement le cadre du roman. Et je voulais un petit peu revenir à la base, voir qui est véritablement ce fantôme sous forme romanesque. Et j'ai lu ce roman à la fois en comprenant pourquoi est-ce que cette figure était devenue aussi prégnante dans la culture populaire, et en même temps en me demandant pourquoi est-ce que toutes les adaptations semblaient volontairement éviter ou oublier certaines notions dans l'histoire. On va y revenir très vite. En fait, moi, ça me rappelle aussi l'histoire de Frankenstein. C'est exactement la même chose. On a tous et toutes cette image de ce monstre ou de cette créature, certains diraient, issue souvent du film, et on ignore parfois même le texte. Un texte magnifique d'ailleurs de Mary Shelley. Mais donc, venons-en à ce que tu disais. Qui est ce fantôme ? Qu'est-ce qui nous fascine dans ce fantôme alors ? Et pourquoi aussi les adaptations
l'adapte différemment, on va dire. Résumer Eric, C'est donc le nom du fantôme de l'opéra. Exactement, tout à fait. Eric est donc ce fantôme qui se trouve être un être de chair et de sang, mais de chair, il n'en a plus beaucoup, en vérité, parce qu'on sait qu'il a été victime d'un incendie et que autrefois il était probablement un prestidigitateur, en tout cas un homme aux 1000 tours, qui d'ailleurs a connu un personnage qu'on évoque très peu dans les adaptations et même dans les résumés, j'en entends très peu parler, et pourtant c'est mon personnage préféré, c'est le Persan, qui en fait est le mentor de l'histoire, qui va aider notamment Raoul de Chagny, qui est le prétendant de Christine, qui va le conduire justement dans les dédales de l'opéra, va lui apprendre qui est réellement le fantôme. Mais effectivement, on comprend en fait que ce fameux Eric était un homme, est un artiste torturé, mais dans le roman, on le dépeint vraiment comme l'ombre de lui-même, l'ombre d'un véritable être humain, qui est squelettique, qui est masqué, qui est presque l'image de la mort. Mais dans beaucoup d'adaptations, on le rend beaucoup plus romantique justement, voire séduisant. Parfois, on a même juste un demi-masque et quelqu'un de tout à fait normal et absolument pas brûlé derrière. Parce que je pense aussi que ce qui a beaucoup marqué dans le Fantôme de l'Opéra, c'est cette espèce de triangle amoureux un petit peu étrange entre Eric, Raoul et Christine. Parfois, certaines adaptations veulent plutôt mettre ça en avant. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Certaines prennent le parti de l'horreur 100%. Donc on a vraiment des adaptations qui sont très différentes, ces deux personnages en fait qui veulent épouser la même personne. Raoul aussi, qu'on décrit souvent ou presque comme une sorte de personnage principal qui va enquêter, mais qui a constamment en fait besoin d'aide. Il va rien pouvoir faire tout seul, il tombe dans les pommes dès qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même une sorte de triangle très étrange. Exactement. Pour moi, Raoul en fait n'est là que pour effectivement enquêter sur Eric, mais pour surtout donner un prétexte au lecteur d'avancer dans les couloirs de Garnier comme justement un personnage à part entière, comme s'il suivait Raoul, mais lui-même en tant que personnage romanesque n'est pas forcément très intéressant, je dois avouer. Il a quelque chose de très plat, de très ordinaire en vérité. C'est un bourgeois, il est amoureux d'une chanteuse, et oui, il va faire preuve de courage en voulant aller la sauver, mais au final, les personnages les plus intéressants ne sont pas forcément justement ceux auxquels on pense au départ, parce que Eric est très important, bien entendu, c'est lui qui donne nom à l'histoire, mais Christine aussi, je trouve, est un personnage qui, bien entendu, fait partie de son époque. C'est une femme écrite par un homme au début du XXe siècle, elle entretient quelques clichés, mais en vérité, ça va au-delà de ça. Ça reste une artiste qui, justement, est intéressée par l'acmé de son œuvre, est intéressée justement par le mystère de ce fantôme qui l'aide à faire entendre sa voix. Et le Persan également est ce personnage-là qui est présent quasiment tout au long de l'histoire et qui donne des réponses sans pour autant être celui qui saura tout. Il est tout aussi perdu que Raoul, mais plus intéressant. C'est celui qui va en fait poser aussi les bonnes questions et amener aussi à différents endroits, donner des explications à la fin du texte d'ailleurs. C'est le récit du Persan qu'on lit. Oui, qui est retranscrit, une sorte de forme de récit enchâssé. En fait, l'enquêteur, c'est plutôt le narrateur que Raoul. C'est vrai. Oui, lui, il est le pantin de l'histoire. Il est notre projection, peut-être. Ah super, c'est très positif pour nous ça. On est le après, personnage le moins intéressant de l'histoire. On peut le rendre plus intéressant en s'incarnant dedans. Oui, c'est vrai. Et Gaston Leroux décrivait ce roman comme étant à la lisière entre le policier et le fantastique. Le policier, c'est vraiment ce côté enquête, essayer de trouver qui est le fantôme de l'opéra, est-ce qu'il existe ? Et le fantastique, bon, il y a une question plus générale. Il y a Todorov qui le décrivait selon 3 critères. Le fantastique, éviter une lecture allégorique. Mais aussi, un point central, c'est de ne pas pouvoir vraiment distinguer s'il y a des effets de magie ou si tout est explicable. Et ici, c'est vraiment le cas, en fait. On ne sait pas vraiment s'il a des forces surnaturelles ou s'il est juste extrêmement intelligent et qu'il arrive à tout manipuler. Tout à fait. Justement, le mystère même du fantôme, c'est qu'il était magicien. Mais un magicien, dans notre monde, est juste quelqu'un d'extrêmement doué de ses mains, d'extrêmement doué avec justement l'illusion, mais ne va pas vraiment faire intervenir de force surnaturelle. Et Eric va aller un tout petit peu au-delà, va provoquer justement des accidents, des événements en fait qui pourraient relever du fantastique, mais en effet on flirte toujours sur cette ligne très mince. Et en plus, il entretient volontairement cette aura de mystère. Océane, tu parlais au début de cet épisode aussi on va dire de l'origine réelle du texte, avec aussi les rumeurs qui circulaient. Mais quand même, pourquoi avoir choisi l'opéra ? C'est un texte qui se passe quasiment exclusivement au sein de l'opéra. À mon avis,
C'est un des meilleurs décors qu'on puisse choisir pour ce genre d'histoire, parce que l'opéra, en particulier l'opéra Garnier, est un endroit baroque qui, en plus, va receler plein de couloirs, de trappes, de machinerie, d'endroits cachés. On sait même qu'il y a vraiment un lac en dessous, là où justement le fantôme va se réfugier. C'est comme ça qu'il survit d'ailleurs, en pêchant les poissons du lac. Et donc il y a vraiment, au sein même d'un lieu qui existe, toute une aura qui donne presque un côté château de Dracula, mais en plein milieu de la ville de Paris. Il y a aussi ce côté presque contradiction aussi, parce que l'opéra aussi a plutôt cet aspect lyrique, mais dans son sous-sol, il y a tout un labyrinthe sombre où il y a aussi en fait des choses terribles qui se passent, des personnes qui se font torturer justement par le fantôme de l'opéra. Mais Eric, lui aussi, est un personnage plein de contrastes. C'est qu'en fait, un de ses autres surnoms, c'est aussi l'ange de la musique. Oui. Alors que c'est un personnage qui est défiguré. Voilà, Gaston Leroux fait même une blague, il dit je n'ai pas pu tomber nez à nez avec lui parce qu'il n'a pas de nez. Mais au final, c'est aussi lui qui apprend tout à Christine. Donc est-ce que le fantôme de l'opéra n'est pas l'opéra lui-même, n'est pas l'âme de l'opéra? Certaines interprétations vont clairement dans ce sens-là, comme si, après avoir été véritablement un être incarné, un être humain, il s'était infusé dans les murs de l'opéra et était l'esprit de la musique, en effet, et l'esprit peut-être de l'art lyrique de manière générale. Ça aurait totalement du sens de dire qu'il a dépassé cet état d'âme errante pour devenir une allégorie lui-même. C'est un livre dont on peut parler très longuement, mais tout de même, il y a aussi son processus d'écriture, dont on n'a pas encore parlé. Il faut savoir que c'est un livre paru d'abord en feuilleton dans le journal Le Gaulois de septembre 1909 jusqu'à 1910, avant de sortir en volume en mars 1910. Ça crée aussi une particularité, Océane, dans l'écriture de ce texte même. Oui, effectivement, c'est vrai que nombre de ces romans, un petit peu comme Belphégor de Arthur Berned, une autre figure justement presque fantomatique, qui date à peu près de la même époque, c'est que on suit comme des épisodes en fait d'une série de l'époque, bien entendu, avec les codes de l'époque, mais c'est écrit non pas de manière hachée, mais de manière à nous tenir en haleine. En effet, l'aspect feuilleton rajoute aussi une expérience d'écriture qui peut-être diffère des romans d'aujourd'hui. Et il y a aussi ce côté, on veut donner envie d'acheter le prochain journal. Et il y a aussi donc, ce qu'on voit très souvent dans nos séries, des fins de saison. Le cliffhanger. Cliffhanger, comme on dit, qui restent ouvertes. Et puis aussi des titres presque aguicheurs, parce qu'il ne faut pas oublier que quand une personne se procure un numéro d'un journal, il faut aussi qu'elle s'arrête à ce niveau-là. Et j'en ai une qui me tombe dessus. Où messieurs Firmin Richard et Armand Moncharmin ont l'audace de faire représenter Faust dans une salle maudite et de l'effroyable événement qui en résulta. Effectivement. C'est quand même étonnant comme titre de chapitre, non? Oui, c'est un peu comme certains autres romans. Moi, je pense aussi au Nom de la Rose. Alors, Le Nom de la Rose a un côté moins joueur. D'Umberto Eco. D'Umberto Eco, exactement. Mais où le chapitre lui-même est presque une phrase descriptive. La différence, c'est que justement, dans Le Fantôme de l'Opéra, ça ajoute du mystère, de l'humour, de l'étrange. Et vraiment, ça nous donne un condensé de ce qui se passera dans le chapitre, mais ça ne nous donne pas forcément la clé de ce qui va vraiment se passer. Il faut le lire pour comprendre. Exactement, les titres en fait nous donnent juste envie de le lire, et c'est donc une mode aussi héritée de l'avènement des journaux au 19e siècle. Et puis il y a beaucoup de grands textes qui ont été, en tout cas de textes très connus, très célèbres, qui ont été publiés d'abord en feuilleton. Je pense notamment à Bel-Ami, voilà, beaucoup de textes de Zola aussi, notamment du Dumas, exactement. Est-ce qu'on peut quand même en tirer un classique, s'il y a ce côté quand même très mercantile de se dire il faut publier, il faut toujours avoir quelque chose en fait pour le lecteur d'un journal? On est quand même loin de cette image de l'auteur qui écrit son manuscrit dans son coin, dans sa tour d'ivoire. C'est une excellente question, mais déjà, il faudrait réussir à déterminer qu'est-ce qu'un classique. Parce qu'au final, chaque écrivain a sa manière propre de dérouler son œuvre, de l'écrire soit en un seul morceau et le proposer à son éditeur, soit justement sous forme de feuilleton. Mais au final, je pense qu'on peut juger surtout de la qualité littéraire par rapport à l'œuvre finale, par rapport à ce peut en tirer, nous, en tant que lecteurs, même si effectivement l'auteur a pu écrire, mais comme Conan Doyle, écrivait quasiment sur commande, on avait marre de Sherlock au bout d'un moment, mais c'est tout de même passé à la postérité. Donc c'est plutôt du côté de la réception que ça se trouve. Je pense que oui.
Merci beaucoup Océane pour cette magnifique discussion. C'est vrai qu'elle a toujours des excellents conseils, donc si un jour vous passez à Genève, allez au paillot de Rive Gauche et demandez Océane. C'est sûr qu'elle arrivera à vous trouver une petite perle cachée, pourquoi pas. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec elle sur Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un texte plus complexe que ce que l'on croit, on pourrait en parler pendant encore des heures, mais comme vous le savez, et toujours l'objectif de Brume Littéraire, eh bien, c'est de vous donner envie de lire le livre. Rien ne remplacera jamais la lecture du livre, donc foncez en librairie, pourquoi pas pour lire Le fantôme de l'opéra. Une fois que vous l'aurez lu, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos impressions de lecture. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur ma page Instagram Luc Vinch, vous trouverez toutes les informations dans la bio. Je tenais aussi à remercier les librairies Payot d'avoir participé à ce nouvel épisode hors série. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un épisode classique, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, que ce soit mes épisodes plus habituels sur les grands classiques de la littérature ou pour découvrir d'autres hors-séries. Certains sont déjà en préparation et je me réjouis de vous les présenter à nouveau. Merci d'avoir écouté Brume Littéraire et à bientôt.